Lecture dédiée à Robert Altman. Raymond Carver, Tais-toi, je t'en prie, œuvre complète 3, édition de l'Olivier, paru en France en 2010, traduit de l'anglais États-Unis par François Lasquin. Avec des mots en couleur, saltimbanque. Voisin de palier. Bill et Arlene Miller formaient un couple heureux. Mais de temps à autre, ils avaient l'impression qu'eux seuls dans le cercle de leur relation avaient loupé le coche, en quelque sorte. Bill condamné à son emploi de comptable et Arlene à sa besogne fastidieuse de secrétaire. Ils en parlaient parfois, surtout par comparaison avec l'existence que menaient leurs voisins, les Stone, Harriet et Jim. Il semblait aux Miller que la vie des Stone était plus remplie et plus brillante. Ils dînaient sans cesse au restaurant, quand ils ne recevaient pas chez eux, et voyageaient ici et là à travers le pays dans le cadre du travail de Jim. Les Stone demeuraient sur le même palier que les Miller, la porte en face. Représentant d'une boîte qui vendait des pièces détachées de machines-outils, Jim s'arrangeait souvent pour combiner les affaires et le plaisir lors de ses déplacements et, cette fois-là, les Stone devaient s'absenter pendant 10 jours, allant d'abord à Cheyenne, puis poussant jusqu'à Saint-Louis, rendre visite à des parents. Pendant ce temps, les Miller s'occuperaient de l'appartement des Stone, nourriraient Minette et arroseraient les plantes. Bill et Jim se serrèrent la main près de la voiture. Se tenant l'une l'autre par les coudes, Harriet et Arlene échangèrent un petit baiser sur la bouche. Amusez-vous bien, dit Bill à Harriet. On n'y manquera pas, dit Harriet. Et vous aussi, les enfants, amusez-vous bien. Arlene hocha du chef. Jean lui adressa un clin d'œil. Ciao, Arlene. Occupe-toi bien de ton bonhomme. Bien sûr, dit Arlene. Amuse-toi bien, dit Bill. Tu peux compter sur moi, répondit Jim en lui assénant une tape sur le bras. Et merci encore, les copains. Les Stone agitèrent la main quand ils s'éloignèrent en voiture, et les Miller en firent autant. Est-ce que j'aimerais être à leur place, dit Bill. Dieu sait qu'on aurait besoin de vacances, dit Arlene. Elle lui saisit le bras et s'en entoura la taille pendant qu'ils remontaient l'escalier jusqu'à leur appartement. Après le dîner, Arlene dit N'oublie pas, pour Minette, c'est délice au foie le premier soir. Elle se tenait sur le seuil de la cuisine, occupée à plier la nappe artisanale qu'Harriet lui avait rapportée de Santa Fe l'année précédente. Bill prit une profonde inspiration en entrant dans l'appartement des Stone. L'air était déjà lourd et vaguement douceâtre. La pendule, dont le cadran représentait un soleil rayonnant au-dessus du poste de télévision, marquait 8h30. Il se rappela le jour où Harriet était rentrée avec cette pendule et avait traversé le palier pour la montrer à Arlene, berçant le boîtier de cuivre entre ses bras et lui parlant à travers le papier de soie comme si c'était un nourrisson. Minette frotta son museau contre ses pantoufles, puis s'étendit sur le flanc, mais se releva d'un bond quand Bill passa dans la cuisine pour choisir une des boîtes empilées sur les gouttoirs à vaisselle étincelants. Laissant la chatte manger sa pâtée, il alla à la salle de bain. Il se regarda dans le miroir et puis ferma les yeux, et puis se regarda de nouveau. Il ouvrit l'armoire à pharmacie. Il y trouva un flacon de comprimés dont il lut l'étiquette. Harriet Stone, un comprimé par jour comme prescrit. Et il glissa dans sa poche. Il retourna à la cuisine, remplit un cruchon d'eau et repassa dans le living. Quand il eut fini d'arroser, il posa le cruchon sur le tapis et ouvrit le bar. Il prit au fond la bouteille de Chivas Regal, but 2 gorgées au goulot, s'essuya les lèvres sur sa manche et remit la bouteille en place. Minette était sur le canapé, endormie. Il éteignit les lumières, referma lentement la porte et s'assura qu'elle était verrouillée. Il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps demanda Harlene. Elle était assise, les jambes repliées sous elle, elle regardait la télévision. Rien, j'ai joué avec Minette, dit-il. Puis il la rejoignit et lui caressa les seins. Allons nous coucher, chérie, dit-il. Le lendemain, Bill ne prit que 10 minutes sur les 20 de pause qu'on leur accordait dans l'après-midi, et put ainsi partir à 5h moins le quart. Il était en train de se ranger au parking quand Arlene descendit de l'autobus. Il attendit qu'elle entre dans l'immeuble, puis monta l'escalier en courant pour la rattraper, quand elle sortit de l'ascenseur. Bill, tu m'as fait peur. T'es en avance, dit-elle. Il haussa les épaules. Il n'y avait rien à faire au boulot, dit-il. Elle le laissa ouvrir la porte en se servant de sa clé à elle. Il regarda la porte d'en face avant de la suivre chez eux. Allons nous coucher, dit-il. Là, tout de suite? Elle rit. Qu'est-ce qui te prend? Rien. Enlève ta robe. Il essaya de l'enlacer maladroitement, et elle dit Enfin, Bill, voyons. Il défit la ceinture de son pantalon. Plus tard, ils commandèrent un repas chinois, et quand on le leur livra, ils le mangèrent goulûment, sans parler, en écoutant des disques. Il ne faut pas oublier de nourrir Minette, dit-elle. J'y pensais justement. J'y vais tout de suite. Il choisit une boîte de pâté aux poissons pour la chatte, puis remplit le cruchon et alla arroser. Quand il revint à la cuisine, la chatte était en train de gratter dans son plat.
Elle le regarda fixement avant de se retourner vers sa litière. Il ouvrit tous les placards pour examiner les boîtes de conserve, les céréales, l'ensemble des produits dans leurs emballages de carton, les verres à vin et à cocktail, la porcelaine, les casseroles et les poêles. Il ouvrit le réfrigérateur. Il renifla une branche de céleri, prit 2 bouchées de cheddar et croqua une pomme en se dirigeant vers la chambre à coucher où il entra. Le lit lui parut immense, drapé jusqu'au plancher d'un gros édredon, blanc et duveteux. Ouvrant un tiroir de table de chevet, il y trouva un paquet de cigarettes à moitié vide qu'il fourra dans sa poche. Puis il alla jusqu'à la penderie et était en train de l'ouvrir quand on frappa à la porte d'entrée. Il prit le temps de passer par la salle de bain et d'y actionner la chasse d'eau. Qu'est-ce que tu fabriquais dit Harlan. Ça fait plus d'1 heure que tu es là. Sans blague, dit-il. Oui, je t'assure, dit-elle. Il fallait que j'aille aux toilettes, dit-il. On en a chez nous, dit-elle. Ça pouvait pas attendre, dit-il. Ce soir-là, ils firent l'amour de nouveau. Le lendemain matin, il demanda à Harlan de téléphoner pour dire qu'il était malade. Il se doucha, s'habilla et prit un petit déjeuner léger. Il essaya d'entamer la lecture d'un livre. Il sortit faire une promenade et se sentit mieux. Mais au bout d'un moment, les mains toujours dans les poches, il rentra chez lui. Il s'immobilisa devant la porte des Stones, dans l'idée qu'il entendrait peut-être la chatte aller et venir à l'intérieur. Puis il ouvrit sa porte et alla à la cuisine chercher la clé. Chez les voisins, il lui sembla qu'il faisait plus frais que chez lui, et plus sombre aussi. Il se demanda si les plantes étaient pour quelque chose dans la température de l'air. Il regarda par la fenêtre, et puis se déplaça lentement à travers chacune des pièces, considérant tout ce qui tombait sous son regard, attentivement, un seul objet à la fois. Il vit des cendriers, des meubles, des ustensiles de cuisine, la pendule. Il vit tout. Il entra enfin dans la chambre, et la chatte parut à ses pieds. Il la caressa, une seule caresse, l'emporta à la salle de bain, et ferma la porte. Il s'allongea sur le lit, et contempla fixement le plafond. Il ferma les yeux quelque temps, et puis glissa sa main sous sa ceinture. Il tenta de se remémorer le jour qu'on était. Il tenta de se rappeler quand les Stones étaient censés rentrer. Et puis il se demanda s'ils rentreraient un jour. Il ne se rappelait plus leur visage ni leur façon de parler, de s'habiller. Il poussa un soupir, et fit l'effort de rouler sur le côté pour se lever, et se pencher sur la coiffeuse afin de se regarder dans la glace. Il ouvrit la penderie, et choisit une chemise hawaïenne. Il chercha jusqu'à ce qu'il eût trouvé un bermuda bien repassé, et pendu à un cintre par-dessus un pantalon de gabardine marron. Il ôta ses propres vêtements, pour enfiler le short et la chemise. Il regarda de nouveau dans la glace. Il alla dans la salle de séjour se servir un verre, qu'il commença à boire en revenant jusqu'à la chambre. Il mit une chemise bleue, un complet sombre, une cravate bleue et blanche, des richelieux noirs. Le verre était vide et il alla le remplir. De retour dans la chambre, il s'assit sur une chaise, croisa les jambes et sourit, s'observant dans le miroir. Le téléphone sonna par 2 fois et se tut. Il vida son verre et ôta le complet. Il farfouilla dans les tiroirs du haut, jusqu'à y trouver une culotte et un soutien-gorge. Il enfila la culotte et agrafa le soutien-gorge, puis fouilla la penderie à la recherche d'une robe. Passant une jupe à carreaux noir et blanc, il s'efforça d'en remonter la fermeture éclair. Il mit un chemisier bordeaux boutonné par devant. Il considéra les chaussures d'Harriet, mais se rendit compte qu'elles ne lui iraient pas. Un long moment, il regarda par la fenêtre de la salle de séjour, dissimulée derrière le rideau. Puis il retourna dans la chambre pour tout ranger. Il n'avait pas faim. Elle ne mangea pas grand-chose non plus. Ils se regardèrent timidement et sourirent. Elle se leva de table pour aller vérifier que la clé était sur l'étagère, puis elle s'empressa de débarrasser. Il se tint sur le seuil de la cuisine et fuma une cigarette en la regardant prendre la clé. Installe-toi confortablement pendant que je vais en face, dit-il. Lis le journal, je ne sais pas. Elle ferma les doigts sur la clé. Elle lui trouvait, dit-elle, l'air fatigué. Il essaya de se concentrer sur les nouvelles. Il lut le journal et alluma la télévision. Pour finir, il traversa le palier. La porte était fermée à clé. C'est moi. Tu es toujours là, chérie, lança-t-il. Au bout d'un moment, la poignée tourna. Harlan sortit et ferma la porte. Je suis resté si longtemps que ça demanda-t-elle. Ben, oui, en fait, dit-il. Ah bon, dit-elle. J'ai dû jouer avec Minette, je pense. Il la dévisagea et elle détourna les yeux, la main encore posée sur la poignée de la porte. C'est drôle, dit-elle, tu sais, d'entrer chez d'autres gens, comme ça. Il approuva de la tête, la prit par la main qu'elle avait posée sur la poignée, et la guida jusque chez eux. Il ouvrit, et ils rentrèrent. C'est vrai que c'est drôle, dit-il. Il remarqua qu'elle avait quelques brins de duvet blanc accrochés au dos de son sweater, et le rouge aux joues. Il se mit à l'embrasser dans la nuque et sur les cheveux, et elle se retourna pour lui rendre ses baisers. Oh mince, dit-elle, mince, mince, chantonna-t-elle comme une petite fille battant des mains. Je viens de me rendre compte. Je te jure que c'est vrai. J'ai oublié de faire ce que j'étais allé faire là-bas. Je n'ai pas donné à manger à Minette et je n'ai rien arrosé. Elle le regarda. C'est bête, hein? Je ne trouve pas, dit-il. Attends un peu. Je vais chercher mes cigarettes et j'y retourne avec toi. Elle attendit qu'il eût refermé leur porte et tourné la clé. Et puis elle le prit par le bras à la hauteur du biceps et dit
Il faut que je te dise quelque chose. J'ai trouvé des photos. Il s'immobilisa au milieu du palier. Quel genre de photos? Tu verras bien toi-même, dit-elle, et elle le dévisagea. Sans blague. Il sourit de toutes ses dents. Où? Dans un tiroir, dit-elle. Sans blague, dit-il. Et puis elle dit. Peut-être qu'ils ne reviendront pas. Il resta tout étonné des mots qu'elle venait de prononcer. Ça se pourrait, dit-il. Tout est possible. Ou alors, peut-être qu'ils vont revenir et... Mais elle ne termina pas. Ils se tinrent par la main pour franchir les quelques mètres de palier qui restaient, et quand il parla, ce fut à peine si elle entendait sa voix. La clé, dit-il. Donne-la-moi. Quoi? dit-elle. Elle regardait la porte. La clé, dit-il. C'est toi qui as la clé. Oh mon Dieu, dit-elle. Je l'ai laissée à l'intérieur. Il essaya d'actionner la poignée, elle était bloquée. Elle essaya à son tour, rien à faire. Les lèvres entr'ouvertes, la respiration heurtée. Elle attendait. Il ouvrit les bras et elle s'y jeta. T'en fais pas, lui dit-il à l'oreille. Pour l'amour du ciel, t'en fais pas. Il restait là. Ils étaient enlacés, penchés vers la porte, appuyés sur elle comme luttant contre le vent, rassemblant leur courage. Je me prends pour Raymond Carver, des noix de pécan, de la bière et des fleurs. 6 heures de route, mais coincé dans l'ascenseur. Coincé.